Aujourd'hui, il existe un nouveau fléau qui ravage les jeunes. Il s'agit de la puff, présentée pourtant comme une alternative saine à la cigarette classique. Malgré les adultes tentant de les convaincre d'arrêter, les jeunes suivent le mouvement par effet de mode. Pourtant, on ne nous a jamais expliqué en quoi le tabac est si dangereux. Je vais donc aujourd'hui tenter de clarifier la situation en expliquant ce que c'est le tabac et tous ses effets, qu'ils soient positifs ou négatifs, tout en passant par la puff, fléau de nos jours. Le tabac est un produit psychotrope, c'est-à-dire un produit qui modifie certains processus du système nerveux central, fabriqué à partir de feuilles séchées de Nicotiana, plante de tabac. La fumée du tabac contient environ 4000 composés chimiques, dont 250 sont dangereux pour la santé et 50 sont cancérigènes. Les feuilles séchées de Nicotiana sont riches en nicotine, qui est un composé chimique très toxique. La nicotine que contient le tabac se fixe sur les récepteurs nicotiniques du cerveau, ce qui active le circuit de récompense, système fonctionnel du cerveau composé de neurones reliés dans différentes aires cérébrales qui participent au renforcement de certaines habitudes. Il libère notamment un neurotransmetteur, la dopamine, qui est l'hormone du bonheur. Tous les produits qui déclenchent la dépendance chez l'homme augmentent la libération d'un neuromédiateur. Ici, il s'agit de la dopamine, dans une zone précise du cerveau, le noyau accumbens, qui est la partie antérieure du cerveau située à l'intérieur de la zone corticale, centre du plaisir, de la dépendance et de la motivation. La nicotine imite l'action de l'acétylcholine et se fixe sur les récepteurs nicotiniques. Quand il se fixe sur ce récepteur, son canal ionique s'ouvre pendant quelques millisecondes. Celui-ci laisse entrer des ions sodium qui vont dépolariser la membrane et exciter les neurones. Puis, le canal se referme et le récepteur nicotinique désactive le passage de tout neurotransmetteur. C'est cet état de désensibilisation qui va être allongé à cause de l'exposition continue à la nicotine. La dépendance au tabac qui suit vient du fait que les récepteurs nicotiniques sont présents sur les neurones dans le mésencéphale qui projette leur terminaison axonale dans le noyau accumbens. La répétition des stimulations nicotiniques augmente la libération de dopamine dans ce noyau. Mais ceux qui fument souvent maintiennent entre chaque cigarette une concentration en nicotine suffisante pour désactiver les récepteurs et pour ralentir leur renouvellement, d'où la tolérance et la réduction du plaisir ressenti. Après une courte période d'abstinence, comme une nuit de sommeil par exemple, la concentration de nicotine redescend et permet à une partie des récepteurs de retrouver leur sensibilité. Le retour de ces récepteurs à l'état fonctionnel augmente la neurotransmission à un niveau anormal, affectant l'ensemble des voies cholinergiques du cerveau. Cholinergique est un terme pour désigner la molécule d'acétylcholine, qui est celle que la nicotine imite et qui est censée se fixer sur les récepteurs nicotiniques en tant que neurotransmetteur naturel. Le fumeur éprouve alors de l'agitation et de l'inconfort qui le pousse à fumer à nouveau. Il existe une autre substance plutôt inconnue dans la fumée du tabac qui inhibe la monoamine oxydase B, l'enzyme chargée de dégrader la dopamine recapturée. D'où une concentration plus élevée de dopamine dans le circuit de la récompense qui contribue notamment à la dépendance du fumeur. Le tabac possède à la fois des effets négatifs et des effets positifs. Commençons par le positif. Fumer peut soulager temporairement le stress et l'anxiété, donnant un sentiment de détente provisoire. Il peut aussi permettre d'augmenter la concentration à court terme. Certains consommateurs utilisent la cigarette comme mécanisme d'adaptation afin de tenir tête à leurs émotions, à l'ennui ou comme un rituel quotidien. En outre, on peut y trouver un effet coupe-faim causé par la nicotine. Du côté négatif, là, il y a beaucoup plus de choses à dire. Généralement, les fumeurs développent une forte dépendance à la nicotine présente dans le tabac, à tel point qu'il est extrêmement compliqué d'arrêter. Cette dépendance entraîne une envie d'en consommer et donc d'en acheter, ce qui peut provoquer des problèmes financiers vu le prix du tabac actuellement. Évidemment, il y a un risque sur la santé, de graves conséquences, les maladies respiratoires, tout ce qui est bronchite et emphysème, les maladies cardiovasculaires, irritation des voies respiratoires, risque d'infarctus et d'attaque cérébrale, fort risque de cancer, notamment situé dans les zones des poumons, du pancréas, de la gorge ou encore de la bouche.
Et même les personnes qui côtoient les fumeurs ont un risque de santé, surtout si on reste avec une personne en train de fumer dans un espace clos quand on respire sa fumée. On parle alors de tabagisme passif. On trouve souvent des répercussions négatives sur l'apparence. Cela peut se manifester par un vieillissement prématuré, le jaunissement des dents et des lésions cutanées. En plus, les fumeurs ne sont pas forcément très bien vus dans le milieu social, jusqu'à l'exclusion dans certains d'entre eux. Enfin, le tabac peut modifier la fonction respiratoire, ce qui entraîne une réduction de l'endurance physique et de la condition physique générale. Nouvelle mode chez les jeunes, la puff a fait son entrée dans la cour des grands. La puff est l'équivalent d'une cigarette électronique jetable pour ceux qui n'auraient jamais fumé. Elle a une teneur en nicotine plutôt faible, entre 0 et 20 mg par millilitre, et sont produits souvent avec différents goûts présents dans les puffs grâce à des e-liquides. La puff se compose principalement de 4 produits chimiques. Le propylène glycol, qui crée la vapeur et fixe les saveurs, la glycérine végétale qui épaissit la vapeur, les sels de nicotine qui permettent d'absorber la nicotine sans irriter, et les arômes. Partant du principe que la puff contient aussi de la nicotine, son mécanisme d'action est extrêmement similaire à celui du tabac. Résumons donc le processus. Première étape, fixation et imitation. La nicotine traverse les vaisseaux sanguins afin d'atterrir dans le cerveau. Elle se pose sur les récepteurs nicotiniques des neurones, remplaçant donc les récepteurs d'acétylcholine. Deuxième étape, activation électrique. Les récepteurs s'ouvrent, des ions positifs entrent dans la cellule et un signal électrique, aussi appelé potentiel d'action, se déclenche et progresse plus rapidement. Troisième et dernière étape, l'effet sur le plaisir. Le neurone stimulé libère du glutamate, qui est le principal neurotransmetteur excitateur du système nerveux central, excitant au passage d'autres zones. Il force les neurones à produire beaucoup de dopamine. Le cerveau ressent alors du plaisir et crée un besoin de répéter l'action, formant une dépendance à la nicotine. Concernant les effets de la puff, il y a beaucoup de points communs entre le tabac et la puff. Donc je ne vais pas me répéter et je vais uniquement dire les points qui sont uniques à la puff. Le seul point positif unique à la puff, c'est qu'elle ne produit aucune fumée toxique de combustion, contrairement à la cigarette. Elle ne produit aucun monoxyde de carbone ni de goudron. En ce qui concerne les points négatifs, ne pensez pas être immunisé parce que ce n'est qu'une simple puff. Il reste toujours de la nicotine à l'intérieur. Donc un risque sur le système nerveux, les maux de tête fréquents, encore plus chez les nouveaux fumeurs du coup. Risque chimique aussi avec les produits inhalés et à l'usure de la résistance de l'appareil. Une dépendance aussi rapide que celle pour le tabac due au sel de nicotine, engendrant des troubles de la concentration à long terme, ainsi que des sauts d'humeur, agitation, stress ou irritabilité quand l'accès à la puff est impossible. Pour couronner le tout, la puff est une porte d'entrée facile vers la cigarette classique ou d'autres produits dérivés du tabac, surtout si on n'a jamais fumé avant. Quelque chose qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi ils n'arrêtent tout simplement pas de fumer. Ce qui est un peu l'équivalent de dire à un mec en fauteuil roulant « pourquoi tu ne marches pas ?» Et il faut comprendre que la nicotine est un neurotransmetteur assez particulier, car il n'engendre pas une dépendance, ni deux, mais bien 3 types de dépendance en même temps. Dépendance physique liée à la nicotine, l'habitude de recevoir de la nicotine et si on est en manque, alors on réagit via le stress, la nervosité et l'agressivité, en plus d'une envie pressante de fumer lorsque les récepteurs nicotiniques se vident. Une dépendance psychologique liée à la gestion des émotions, vu qu'elle sert à la détente et à l'oubli du stress et de la tristesse. Et une dépendance liée aux habitudes du quotidien, en lien avec des moments précis de la journée, du style le café du matin, la pause de travail ou le trajet en voiture, en plus de gestes automatiques. Il est quand même bon de noter qu'il existe aujourd'hui quelques remèdes, mais qui ne sont malheureusement pas des miracles. On peut y trouver l'hypnose, la sophrologie, l'homéopathie, la phytothérapie, les huiles essentielles, de l'acupuncture, de la mésothérapie, des multivitamines et certains aliments comme le gingembre, le miel, le ginseng, le radis ou encore l'avoine. De nos jours, des médicaments anti-nicotine sont vendus en pharmacie. Ils modifient la transmission de la synapse cholinergique. L'action est différente selon le type de médicament. Les agonistes partiels se fixent sur les récepteurs nicotiniques et les stimulent modérément, empêchant ainsi la nicotine de s'y lier et atténuent le plaisir
de fumer en donnant la dopamine suffisante pour éviter le manque et ainsi bloquer les effets néfastes. Les substituts nicotiniques TNS, donc tout ce qui est patch, gomme ou inhalateur, procurent de la nicotine pure en dose contrôlée. Ils se fixent sur les récepteurs postsynaptiques pour imiter l'action de la nicotine du tabac sans goudron ni pics brutaux, empêchant la dépendance aiguë. Les antagonistes et modulateurs bloquent en particulier certains sous-types de récepteurs nicotiniques et empêchent la recapture d'autres neurotransmetteurs, dopamine et noradrénaline. Ils permettent donc d'empêcher la nicotine d'exercer son effet stimulant et de limiter les symptômes de sevrage. On a donc pu voir en détail dans cette vidéo en quoi le tabac et la puff sont si nocifs pour l'homme et pourquoi ceux qui ont commencé ne savent pas s'arrêter. J'espère que cette vidéo permettra à certaines personnes de mieux comprendre et notamment de faire évoluer les mentalités. Sur ce, n'oubliez pas toutes les bonnes habitudes, likez, commentez, partagez, s'abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao!